Dans cette vidéo, j'aborderai avec vous les moyens pour les chirurgiens orthopédistes de mettre à jour leurs connaissances scientifiques. La chirurgie orthopédique est une spécialité dont l'acquisition d'un geste efficace est absolument nécessaire. Cette peur de ne pas savoir faire peut inquiéter le chirurgien en formation et le détourner de la science. Pourtant, avec l'expérience, on comprend que la majeure partie de nos échecs chirurgicaux n'étaient pas liés à un défaut technique, mais à une mauvaise indication ou une compréhension incomplète de la littérature scientifique. La connaissance de la littérature et mieux encore l'écriture d'articles permet d'avoir une meilleure maîtrise de ses indications chirurgicales, de ses choix techniques et au final de réduire ses risques d'échec. La science et l'orthopédie, c'est un mariage de raison indispensable pour devenir un chirurgien autonome et proposer la meilleure offre de soins à nos patients. Avant de parler de mise à jour de nos connaissances scientifiques, encore faut-il les avoir acquises, ces connaissances scientifiques. Et pour cela, nous allons parler de l'effet de Dunning-Kruger que beaucoup de gens connaissent et qui illustre parfaitement les difficultés auxquelles doivent faire face les chirurgiens en formation lorsqu'ils commencent à lire la littérature scientifique. Au début, lorsqu'un chirurgien lit quelques articles, il a un gain immédiat de confiance en lui. Mais pour autant, son niveau de connaissance reste bien sûr faible. En lisant peu, il ne sera pas confronté à l'hétérogénéité des résultats, à la complexité des conclusions qui peuvent s'opposer sur un même sujet, etc. Tout semble simple pour ce chirurgien, tout semble évident et son avis est donc tranché. Il n'y a pas de discussion possible avec ce type de chirurgien. On les positionne sur le sommet du mont stupide. Et puis, s'il continue à lire, il va se rendre compte que les articles s'opposent entre eux, qu'il y a des nuances, des exceptions, et que de cette hétérogénéité des études, il est bien difficile de se forger une conviction et d'y voir clair. Finalement, il regrette d'avoir lu tous ces articles puisque tout était si clair avant et qu'il avait le sentiment d'être compétent, alors que maintenant il doute de ce qu'il fait et de ce qu'il faut faire. Son niveau de confiance en lui chute, il se trouve alors dans la vallée du désespoir. Mais si ce chirurgien trouve les ressources nécessaires pour continuer de lire la littérature scientifique, il peut quitter cette vallée du désespoir, car la lecture assidue quotidienne des papiers permet de comprendre finalement les grandes tendances, de comprendre ce qui oppose et ce qui rapproche les différents auteurs des papiers dans le temps. On commence à structurer sa pensée et à y voir beaucoup plus clair. En construisant sa connaissance, on grimpe la pente de l'éclaircissement. Une fois que nous maîtrisons la littérature, nous pouvons ainsi apprécier l'impact de nouveaux articles publiés et les intégrer avec une perspective historique. Cette mise à jour des connaissances est la dernière partie du Dunning-Kruger effect. On parle de plateau de durabilité. Ainsi, vous pouvez voir que confiance et compétence ne sont pas strictement corrélées. Il faut faire preuve d'une grande ténacité si l'on ne veut pas avoir une culture superficielle de notre surspécialité et rester coincé sur le mont stupide. Malheureusement, la production scientifique a littéralement explosé ces dernières années. Les modalités de communication, de publication des résultats scientifiques est devenue très complexe. Et pour les chirurgiens arrivant dans la spécialité ou ceux en formation, l'obstacle peut paraître insurmontable. Selon Ian Chalmer, qui est l'un des cofondateurs de la Cochrane, c'est 11 revues systématiques de la littérature et 75 essais cliniques qui sont publiés chaque jour. Et selon lui, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Au-delà des quantités astronomiques de papiers publiés, c'est la dispersion des articles dans de très nombreux journaux qui pose un véritable problème. S'abonner à un journal, même si ce journal est leader dans son domaine, ne vous donnera accès qu'à un très faible échantillon de publications sur votre sujet d'expertise. Ceci est particulièrement vrai en orthopédie. Pour lire 25% des essais contrôlés randomisés de l'année 2011 en orthopédie, vous auriez dû vous abonner à 13 revues. Et d'ailleurs, parmi les journaux qui traitent des lésions de l'appareil musculo-squelettique, on note que KSSTA et Arthroplasty Journal, et un peu plus loin l'AJSM et le JBGSA, figurent parmi les journaux publiant le plus de RCT. Néanmoins, on note aussi que l'impact facteur n'est pas directement corrélé au nombre d'essais contrôlés randomisés par an. De la même manière, on voit que les 40 derniers pourcents de RCT sont publiés par plus de 300 journaux. Ceci témoigne clairement de l'accélération de la dispersion des articles dans la littérature. L'abonnement à un ou deux journaux
comme il était coutume il y a 20 ans, ne nous permet plus de suivre de manière efficace les avancées de la science en chirurgie orthopédique. Pour les revues systématiques de la littérature, on observe le même phénomène, avec une faible quantité de journaux qui publient la majorité de ces revues, puis une dissémination des 30 derniers pourcents. On peut bien sûr toujours s'abonner à un journal, parce qu'on aime sa ligne éditoriale. Mais si on souhaite maintenir son niveau de connaissance de la littérature, il faudra utiliser d'autres méthodes pour ancrer la science dans son quotidien et avoir surtout un bon rendement. Et même mieux, le faire sans que ce soit perçu comme une contrainte, mais plutôt comme une routine. Le premier est par excellence l'objet de notre quotidien, le téléphone portable. Ce dernier peut vous alerter de la publication d'un article sur le sujet qui vous intéresse ou d'un auteur que vous suivez. D'abord, il y a le flux RSS. S'abonner au flux RSS d'un site, c'est comme lui demander de nous envoyer le nouveau contenu au fur et à mesure qu'il est publié sur le site. Ainsi, vous n'êtes pas obligé d'aller chaque jour sur ce site web pour voir s'il y a de nouveaux articles. Et donc, on est automatiquement mis au courant par une alerte email à chaque mise à jour du site, du journal auquel on est abonné. L'alternative à cela, c'est la classique newsletter. Lorsque nous sommes abonnés à un site, on peut recevoir une newsletter sous la forme d'email, comme le fait par exemple la Softcode, qui va vous informer à un rythme fixe de ce qui s'est passé depuis une période donnée. Cette newsletter, vous pouvez par exemple la recevoir une fois par semaine, comme la recevoir une fois par mois ou par trimestre, voire par année. L'alternative au RSS et aux newsletters, c'est le push message. Les push messages, c'est carrément des notifications qui arrivent directement sur votre portable. Ce sont typiquement les sites comme ResearchGate, qui pourront vous envoyer une notification sur votre téléphone pour vous informer que votre article a été cité, ou par exemple qu'un article a été publié par un auteur que vous suivez. En utilisant le flux RSS, vous allez donc pouvoir recevoir des alertes email venant de vos moteurs de recherche classiques. Il suffit de paramétrer les motifs d'alerte en précisant les auteurs ou les keywords afin d'avoir un spectre de recherche étroit et ne pas être submergé d'alertes email. Personnellement, j'utilise pour PubMed et je reçois des mails régulièrement pour la chirurgie du coude ou de certains auteurs dont je veux absolument être informé de leur actualité scientifique. Mais je pourrais également le faire sur Embase, sur Scopus ou sur Web of Science, qui proposent exactement la même chose. Je vous déconseille toutefois de vous abonner à plusieurs de ces sites, car vous risquez surtout de favoriser les doublons et d'être assailli d'alertes email inutiles. Il y a également des sites plus spécialisés avec un système d'alerte. Bien sûr, il y a les Google Alerts. Il suffit de paramétrer les keywords et le type de publication. Néanmoins, la recherche est grossière et vous risquez d'être submergé d'alertes email pour des publications absolument non scientifiques. Plus axé science, il y a maintenant StarTref. Proposé depuis 2020, il contient des full text, des articles Evidence-Based Medicine et des e-learning. Il vous informe des nouvelles références disponibles grâce à un flux RSS. Ce site est bien sûr payant et le gain n'est pas évident compte tenu de la facilité d'accès au full text via SciHub. Il y a également le Daily Poems, créé en 2020 aussi, qui est un peu plus généraliste que StarTref et qui propose le même type de service payant. Ces alertes sont bien pratiques pour vous informer des nouveautés et maintenir sans effort votre niveau de connaissance à jour. Mais si vous souhaitez faire une recherche sur un sujet ou dans le cadre de publication, alors il faudra se rendre directement sur des moteurs de recherche. Il s'agit alors d'une démarche active de votre part. C'est vous qui allez chercher l'information. Le site le plus connu, le plus utilisé, c'est bien sûr PubMed. C'est également celui que j'utilise personnellement. Je ne reviens pas sur la façon dont fonctionne PubMed car vous le savez déjà. Vous savez également que PubMed peut vous fournir soit un abstract uniquement, soit le full text. Si vous n'avez pas accès au full text et que vous n'avez à disposition que l'abstract, alors vous pouvez tout de même récupérer le DOI et obtenir le full text via des moyens détournés comme SciHub. Cependant, il y a bien sûr d'autres moteurs de recherche et bases de données. Et PubMed est loin d'être la base de données qui contient le plus de références. Cependant, les autres bases de données recouvrent toutes les sciences, et pas seulement la médecine. Et dans le cadre de nos recherches, PubMed est souvent largement suffisant. Cependant, si votre recherche est infructueuse sur PubMed, il est clairement utile d'aller sur les autres bases de données.
Cependant, la recherche sur ces bases de données est laborieuse, et il est parfois difficile de s'y retrouver. Certains sujets ont été traités par des milliers d'articles, voire des dizaines de milliers d'articles, dont le niveau d'évidence scientifique n'est absolument pas constant. C'est pourquoi la Cochrane, par exemple, mais il y en a d'autres, propose des revues systématiques de la littérature, voire même des Overview of Systematic Review, et même des Living Systematic Review, qui sont des revues de la littérature mises à jour en continu. Les études de la Cochrane permettent de traiter une question par l'inclusion d'un grand nombre d'articles, avec une méthodologie et une analyse statistique très rigoureuse. Ce n'est bien sûr pas suffisant pour répondre à une hypothèse d'un article, mais c'est un outil très rentable. Cependant, il existe également des moyens pour que l'information scientifique puisse venir à nous. En effet, les congrès sont l'occasion d'obtenir de l'information scientifique, d'aller chercher des idées originales sur des travaux rapportés par d'autres équipes. Et puis, lors de ces congrès, il y a également des symposiums ou des conférences d'enseignement, durant lesquelles des spécialistes viennent enseigner les bonnes pratiques ou rapporter les grandes tendances actuelles. C'est une façon moins rigoureuse d'obtenir de l'information médicale, car tout se joue sur l'instant. Vous regardez une présentation, la présentation est finie, et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Il faut tout comprendre immédiatement. Il y a donc un filtre, et il y a de la perte d'informations, inéluctablement. Néanmoins, maintenant, un grand nombre de congrès sont filmés, et le contenu est donc revisionnable. Ces congrès sont aussi l'occasion de voir en réel, en présentiel, le charisme et la clarté des explications des auteurs que vous lisez sur PubMed. Cette dimension qui est très humaine ne doit pas être négligée, car elle génère de la motivation, notamment chez le chirurgien en formation, qui en aura bien besoin pour continuer de lire la littérature scientifique et quitter la vallée du désespoir, selon Dunning-Kruger. Néanmoins, le problème des congrès, et tout le monde l'expérimente actuellement, c'est que ça nécessite de se libérer des journées entières, et que c'est onéreux. L'enjeu écologique actuel doit également nous faire réfléchir au bien-fondé de ces rassemblements. Et par ailleurs, la Covid a largement participé au développement d'autres moyens de communication. Il y a depuis 2-3 ans la multiplication notamment des webinars réalisés par des experts, mais également largement sponsorisés, ce qui est une limite extrêmement claire à ce type de contenu par rapport à des conférences d'enseignement réalisées par des sociétés savantes comme la Softcode. Lorsque vous regardez un webinar, il faudra donc vérifier les sponsors et également vérifier le niveau d'expertise des intervenants. Il y a également eu le développement ces 15 dernières années des live surgery ou encore des e-congress. Ces e-congress sont un nouveau mode de communication qui permet de rassembler autour d'un congrès des équipes du monde entier sur plusieurs jours. C'est un mode de communication intéressant, moderne et cohérent avec les enjeux actuels et qui permet une diffusion massive de l'information. Cependant, regarder un congrès dans son canapé tout en buvant du café ou à son bureau en regardant les radiographies de nos patients opérés de la journée génère indubitablement moins d'attention et moins de motivation chez les participants par rapport à un congrès en présentiel. Vous pourrez également retrouver des lives organisés par les sociétés savantes, comme par exemple celui de la Softcode ou de l'AOS. Ce sont souvent des formats courts à visée pédagogique. Pour la chirurgie du coude, je pourrais également citer le Mayo Elbow Club qui réalise chaque année une session d'enseignement en live et en présentiel. C'est un formidable exemple de communication moderne. Et un autre moyen de communiquer, c'est le podcast. C'est d'ailleurs un moyen que j'affectionne tout particulièrement. C'est l'illustration parfaite d'un outil de communication simple qui fait entrer la science dans notre quotidien. Entre deux blocs, entre midi et deux, après le travail, on peut travailler ses dossiers tout en l'écoutant. C'est moderne, souvent très qualitatif et un formidable moyen pour mémoriser l'information. Il y a bien sûr beaucoup de diffuseurs de podcasts, mais la façon la plus simple d'écouter vos podcasts sera d'aller sur Spotify. À noter seulement que The Bone Beat est plutôt sur les aspects médico-légaux de la chirurgie. Personnellement, étant un chirurgien du membre supérieur spécialisé dans le coude, j'ai une nette préférence pour les podcasts de la CSEC. Mais vous pouvez également retrouver des podcasts réalisés
par uniquement un chirurgien ou un groupe de chirurgiens ou des sociétés savantes ou non savantes. Et finalement, il ne faut surtout pas oublier les réseaux sociaux. En effet, les réseaux sociaux ont une connotation peu sérieuse. Mais il n'y a pas que des posts complotistes ou des vidéos de petits chats sur les réseaux sociaux. Il y a également du contenu scientifique. Il ne s'agit bien sûr pas de comparer Twitter à PubMed, bien entendu, mais il ne faut pas tout essentialiser ni faire preuve de manichéisme. Il y a également des choses à prendre sur ces sites. ResearchGate, par exemple, emprunte son interface à Facebook, mais vous permet quotidiennement de lire les abstracts, voire les full texts de vos collègues et des gens que vous suivez. Par le calcul de ces scores, il permet aussi de comparer vos performances à celles d'autres chirurgiens dans le même spectre que vous. Pour ce qui est de YouTube, vous pouvez trouver des vidéos chirurgicales intéressantes, voire même des cours, comme ceux que nous proposons à Bordeaux par exemple et que vous êtes en train de lire. OrthoLifeStream vous permet une mise au point sur un sujet chaque semaine grâce à une vidéo pédagogique de 10 à 20 minutes. YouTube permet également un abonnement à des chaînes comme OrthoLifeStream et vous pouvez suivre via une notification les différentes vidéos qui sortent chaque semaine. Donc finalement, on dispose de beaucoup d'outils pour accéder à un contenu scientifique tout le temps, partout. L'enjeu, c'est d'organiser une routine pour être informé des nouveautés scientifiques sans avoir vraiment conscience de le faire. Cependant, devant l'abondance d'informations, il faudra quand même faire un effort très important de synthèse. PubMed, les réseaux sociaux, les congrès, les podcasts vous donnent des informations et vous allez donc être abreuvé de messages contradictoires. Sans un effort de synthèse, vous stagnerez dans la vallée du désespoir de Dunning-Kruger. Vous serez de ces chirurgiens qui répondent à chaque question de leurs internes par « c'est compliqué ». Dans ce cas-là, vos lectures ne vous auront pas permis d'avoir des prises en charge claires de vos malades. Il vous faudra faire un effort de compréhension et de synthèse pour transformer les informations que vous avez cumulées en véritables connaissances. Et c'est en ayant bâti de la connaissance que vous pourrez appliquer sereinement à votre consultation et au bloc opératoire ce que vous avez pu lire pendant des mois et des années dans vos articles. Ainsi, je considère qu'autour de nous gravitent 3 cercles. Le premier cercle serait celui de la motivation et la curiosité. Ce cercle vous poussera à travailler plus et renforcera le deuxième cercle, qui est celui de l'information scientifique. Il s'agit de l'information que vous allez chercher sur PubMed ou qui viendra à vous régulièrement via des podcasts, par exemple. Et enfin, le troisième cercle, qui est celui de la connaissance. En transformant vos informations acquises en connaissances, vous rendez votre savoir utile à votre exercice chirurgical. C'est ce que je pourrais appeler le cercle critique. Au final, c'est une nébuleuse d'articles, de sites, de blogs, de réseaux qui peuvent parfois vous submerger d'informations. Il faut savoir donc sélectionner ce qui correspond le mieux à vos envies, à votre rythme, à votre niveau d'exigence finalement. Pour ma part, par exemple, j'utilise les réseaux sociaux, comme Twitter, LinkedIn, ResearchGate, voire encore Instagram. Et j'y vois des prises en charge, des articles, des remarques, des idées, des discussions, qui me donnent de la motivation, mais surtout de la curiosité. J'ai également réalisé un fellowship à la Mayo Clinic ou chez le professeur Van Rayet, qui m'ont donné de l'information, mais surtout de la motivation pour travailler plus dur et ancrer la science dans mon quotidien comme une nécessité. Par ailleurs, sur ResearchGate, je reçois des push messages pour m'informer de l'actualité des chirurgiens que je follow et des articles qui sont publiés sur la chirurgie du coude. Je vais faire mes recherches biblio régulièrement sur PubMed et je reçois des emails alertes de PubMed qui m'informent qu'un article dans mon domaine d'intérêt est publié. J'utilise également les podcasts de la CSEC sur Spotify, entre midi et 2 quand je mange, ou le soir après le travail. Je me rends régulièrement à des congrès nationaux et internationaux, et nous avons également fondé cette chaîne YouTube intitulée OrthoLifeStream, qui dispense un cours par semaine sur un format pédagogique à propos d'une pathologie d'orthopédie, ou relative à l'orthopédie. Il s'agit là d'aider les chirurgiens en formation à bâtir de la connaissance scientifique. La transformation de l'information en connaissance, c'est la responsabilité fondamentale
des centres hospitaliers et des centres hospitaliers universitaires. Cependant, ne nous y trompons pas. La responsabilité de recueillir de l'information, et notamment de recueillir de l'information dans son quotidien, c'est la responsabilité de l'interne. Mais nous avons également le devoir de les aider à transformer cette information en connaissance. Au final, c'est avant tout une question de routine. Il faut organiser son quotidien pour que l'information vienne à vous sans trop d'efforts, voire même sans s'en rendre compte. Cependant, il ne suffit pas de lire des articles pour comprendre un sujet. Il faut aussi faire l'effort de synthèse. Le travail d'écriture d'articles scientifiques vous permettra de faire ce travail de compréhension et de bâtir cette connaissance. Il faudra donc bâtir ces 3 cercles autour de vous pour vous fabriquer un quotidien qui permettra de générer de la motivation et de la connaissance scientifique utile à votre activité chirurgicale.